Dans une salle de conférence étouffante à Dori, un général richissime, adoubé par des réseaux étrangers, pense venir écraser un jeune capitaine isolé. Devant les caméras, tout semble joué d'avance. D'un côté, l'argent, les villas, les valises de dossiers secrets. De l'autre, un uniforme poussiéreux et un pays épuisé par la guerre. Alors, que signifie vraiment ce tête-à-tête pour ceux qui suivent Ibrahim Traoré et l'actualité du Burkina Faso? Un simple clash d'ego ou un examen brutal de la loyauté des élites? En quelques minutes, ce duel va pourtant retourner la pièce et redéfinir ce que veut dire commander. Cette histoire commence comme une simple confrontation militaire, mais elle porte en réalité un enjeu bien plus lourd, la crédibilité d'un État fragilisé, observé par des millions de regards extérieurs. La promesse est claire, comprendre comment un dirigeant peut transformer un piège politique en démonstration d'autorité authentique, une clé de lecture indispensable pour saisir les dynamiques de pouvoir actuelles au Burkina Faso. Car derrière les cris, les caméras et les provocations se joue une bataille silencieuse, celle de la confiance publique. Si un seul moment dérape, si un seul mot franchit la ligne rouge, les conséquences dépassent largement la salle fermée de Dori. Médiateurs, soldats, gouverneurs, journalistes étrangers, tous savent que cette scène pourrait décider du rapport de force pour les mois à venir, voire redessiner la perception internationale d'un pays qui cherche encore son équilibre. Mais ce qui rend l'instant crucial, c'est l'incertitude qui plane. Que se passera-t-il lorsque les humiliations s'accumuleront ? Quand le général cherchera à provoquer une réaction incontrôlée? Et surtout, que fera le capitaine quand la stratégie adverse atteindra son sommet? La bascule survient dès les premières minutes. En moins de 50 secondes, l'équilibre attendu entre les deux camps se fissure lorsque l'arrivée théâtrale du général n'impressionne personne autant qu'il l'espérait. Et c'est là que se révèle la première clé. Malgré l'apparente supériorité hiérarchique, les regards dans la salle cherchent déjà la réaction d'Ibrahim Traoré, comme si l'enjeu réel n'était pas le grade, mais la légitimité. Pour comprendre la puissance de ce moment, il faut remonter à la configuration précise de la rencontre. Dori n'est pas une capitale diplomatique, c'est une ville frontière où se croisent gouverneurs, officiers de terrain et envoyés étrangers. L'atmosphère est lourde, saturée par la chaleur, mais aussi par des mois d'instabilité, de rumeurs de divisions internes et de négociations échouées. Les médiateurs arrivent convaincus qu'ils devront arbitrer une querelle protocolaire. Ils se rendent vite compte qu'ils assistent plutôt à une lutte existentielle entre deux logiques du pouvoir, celle de l'ancien système et celle qui tente de le remplacer. Le général, sûr de lui, pense que son arrivée tardive suffira à ridiculiser le capitaine. Le dispositif rappelle une scène souvent observée dans la politique régionale, la tactique du retard calculé utilisée pour signifier la domination symbolique. Les journalistes étrangers, eux, comprennent immédiatement le message. Les caméras se braquent, prêtes à capturer l'instant où le jeune dirigeant perdrait son calme, ce qui confirmerait toutes les narrations qui circulent déjà dans certaines chancelleries. Mais lorsque le silence s'installe, ce n'est pas la fragilité qui se manifeste, c'est un calme étrangement discipliné, presque déroutant. L'immobilité d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un homme intimidé, mais celle de quelqu'un qui attend que l'adversaire s'enlise dans son propre spectacle. La scène construite pour le diminuer commence à se retourner contre son créateur. Ainsi, avant même que les échanges verbaux ne commencent réellement, le décor impose une vérité inattendue. Celui qui paraît le plus bruyant n'est pas forcément celui qui contrôle la pièce. Dans ce chaos parfaitement chorégraphié, un personnage discret devient la clé de lecture. Le lieutenant Hassan, observateur silencieux, placé juste derrière le capitaine, il incarne la ligne de fracture qui traverse toute l'armée entre l'ancien appareil et une génération plus jeune, façonnée par les combats réels plutôt que par les salons diplomatiques. C'est à travers lui que l'on perçoit l'effet immédiat de la confrontation. Chaque provocation du général, chaque insinuation sur l'âge ou l'inexpérience du capitaine pèse directement sur ces soldats qui ont vécu l'effondrement des frontières et les années de sacrifice. Ce rôle de témoin est crucial pour comprendre la suite. Lorsque les attaques verbales se multiplient, Hassan ne manifeste ni colère ni agitation. Il observe, il mesure. Sa présence donne une épaisseur inattendue à la scène car elle rappelle que le véritable public n'est pas constitué des caméras étrangères, mais de ceux qui se trouvent là dans la pièce. Ceux qui portent l'uniforme et qui devront décider tôt ou tard de quel côté se trouve la cohérence morale. Cette dynamique produit un impact précoce. Malgré
Malgré les humiliations, Ibrahim Traoré ne réagit pas dans l'instant. Ce calme n'est pas une faiblesse, il devient un miroir dans lequel le général se reflète et l'image n'est pas flatteuse. L'attention se déplace alors subtilement. Ce n'est plus le capitaine qu'on évalue, mais l'homme venu le provoquer. Et lorsque les premiers regards des soldats commencent à changer, lorsque la gêne se mêle au doute, une évidence naît. L'autorité ne dépend ni du volume, ni des décorations, mais de la façon dont on tient debout sous la pression. Le déclencheur apparaît lorsque l'horloge indique 10h30 et que l'absence du général cesse d'être un simple retard pour devenir une manœuvre ouverte. La salle se tend, les médiateurs échangent des regards nerveux, les journalistes vérifient leur batterie, l'air semble vibrer. À cet instant, la rencontre n'est plus un sommet, mais un piège. Puis à 10h45, les portes s'ouvrent d'un coup. Le général fait son entrée. Il avance comme sur une scène, entouré d'hommes massifs dont l'allure tranche avec la discipline habituelle des troupes. Il ne regarde personne. Il rit fort, il fait claquer ses lunettes sur la table. Il provoque. Chaque geste cherche à faire vaciller l'équilibre déjà fragile de la réunion. Le capitaine reste immobile. Aucun signe d'agacement, aucun froncement de sourcils. Les soldats le surveillent du coin de l'œil. Les caméras attendent la fissure, mais rien. Cette absence de réaction dérange le général, il hausse la voix, il attaque le grade du capitaine, il moque son âge, il prédit l'effondrement de l'État, il tente de faire sortir la colère, d'arracher un réflexe incontrôlé. Le pic survient lorsqu'il frappe la table et accuse son adversaire de mettre en danger la nation. Le geste est brutal, le silence tombe, les caméras zooment, les médiateurs se crispent. On pourrait croire que la confrontation va exploser. Pourtant, le capitaine ne cède toujours pas. Il incline légèrement la tête, saisit le micro et inverse le rapport de force avec une seule phrase calme. « Est-ce que votre spectacle est terminé, général ?» La pièce bascule. Les soldats se redressent. Le général se fige. Ce qu'il voyait comme un terrain de domination devient un tribunal improvisé et le capitaine commence à parler. Sa voix reste posée. Il rappelle 20 ans de privilèges. Il mentionne les frontières tombées. Il évoque les soldats envoyés au combat avec des armes vides. Aucun cri, aucun excès. Mais chaque mot frappe juste. Le général perd l'initiative. Il ne sait plus comment reprendre le dessus. C'est alors que l'onde de choc débute. Acculé, le général tente une dernière provocation. Il pose une mallette sur la table. Il annonce détenir des documents capables de détruire la légitimité de son opposant. La salle retient son souffle. Normalement, un dirigeant aurait interrompu la séance, aurait demandé une vérification, aurait dénoncé la manipulation. Le capitaine, lui, fait l'inverse. Il sourit légèrement, il invite le général à ouvrir la mallette. Maintenant, devant tout le monde, le piège se referme, le général hésite, il recule, ses mains tremblent, les journalistes comprennent, le bluff se révèle. La tension explose lorsque le général, perdant le contrôle, choisit la fuite en avant. Il se lève brusquement, il attaque, il accuse, il tente de renverser l'émotion de la salle en évoquant les morts récents. Il s'en prend à la conscience du capitaine, il veut le faire vaciller là où ça fait le plus mal. Cette dernière tentative ouvre la voie à la suite, le moment où un simple échange verbal glisse vers quelque chose de bien plus dangereux et où le risque cesse d'être symbolique pour devenir physique. Le passage du symbolique au concret s'opère au moment précis où la tentative de déstabilisation change de nature. Jusque-là, le général utilisait l'humiliation et la provocation comme armes privilégiées. Mais lorsqu'il réalise que la salle lui échappe, il mise sur des éléments présentés comme factuels. C'est cette transition qui permet d'observer 3 mesures révélatrices de l'équilibre réel du pouvoir ce jour-là. La première mesure concerne le temps. En moins de 15 secondes, la salle passe d'un climat confus à une structure d'autorité lisible. Lorsque le capitaine ordonne aux soldats de ne pas intervenir, c'est un basculement instantané que les observateurs relèvent, car un ordre exécuté immédiatement démontre une cohésion rarement obtenue dans un contexte de tensions internes. Cette rapidité n'est pas un détail, elle indique que la loyauté opérationnelle n'appartenait plus à l'ancien appareil, mais à ceux qui voyaient en Ibrahim Traoré un centre de gravité légitime. La deuxième mesure apparaît dans la gestion du geste armé à moins de 2 mètres, distance estimée par les journalistes présents. Le risque d'escalade devient maximal. À cette portée, chaque mouvement peut déclencher un tir réflexe et les règles de sécurité militaire soulignent la dangerosité extrême d'un tel face-à-face.
Pourtant, aucune balle ne part, aucun soldat ne franchit la ligne de tir et aucune panique ne se propage. Cette retenue dans un périmètre aussi réduit révèle une discipline exceptionnelle. Elle souligne surtout que l'enjeu dépassait la simple neutralisation d'un assaillant. Il s'agissait d'éviter qu'un incident ne se transforme en fracture nationale. La troisième mesure touche à l'attitude du général lui-même. Durant près de 40 secondes, ses mains tremblent visiblement alors qu'il tient l'arme. Un détail relevé par plusieurs témoins. Ce tremblement n'indique pas seulement la peur, il signale la perte de contrôle narrative. Dans une scène diffusée en direct, le moindre signe d'hésitation prend une dimension politique. Cette durée relativement longue en situation de crise montre que l'initiative lui échappait progressivement au point de faire vaciller la stratégie initiale qu'il pensait imparable. Ces trois mesures, le temps de bascule, la distance critique, la durée d'hésitation, forment un cadre d'analyse utile pour comprendre pourquoi la scène n'a pas tourné au drame. Chacune traduit une réalité concrète. Les soldats n'ont pas flanché, la chaîne de commandement n'a pas divergé et la pression psychologique n'a pas brisé la cohérence du groupe. Elles montrent également que la force institutionnelle, ce jour-là, ne reposait pas sur la menace, mais sur une stabilité silencieuse. La combinaison de ces données éclaire le choix du capitaine de s'avancer sans armes. Ce n'était pas une improvisation téméraire, c'était un calcul basé sur l'observation du rapport de force réel. Il savait que la réaction de la salle dépendait moins du volume que de la clarté, et il avait déjà obtenu cette clarté dès les premières provocations du général. Ainsi, loin d'un geste spontané, l'avancée du capitaine dans l'espace de tir constitue l'aboutissement logique d'une séquence où chaque variable, la rapidité d'exécution, la cohésion interne, la perte d'assurance de l'adversaire, pointait dans la même direction. Pour comprendre la portée de cet affrontement, il faut d'abord présenter honnêtement les deux thèses qui s'opposent. La première soutient que le général représente la stabilité traditionnelle, une figure chevronnée, rompue aux codes militaires anciens, entourée d'alliés puissants, convaincus que l'État ne peut être dirigé que par des hommes dont l'expérience découle de décennies passées au sommet. Selon cette logique, un capitaine jeune serait forcément vulnérable aux pressions extérieures, trop émotif pour supporter l'usure du pouvoir et trop isolé pour contenir les crises simultanées qui secouent le pays. Cette thèse affirme que la hiérarchie n'est pas un symbole, mais un verrou de sécurité. La seconde thèse met en avant une autre idée, l'autorité réelle ne dépend ni des épaulettes ni des années accumulées, elle repose sur la cohérence entre la parole et l'action. Ceux qui défendent cette position soulignent que les 20 années de carrière du général n'ont pas empêché l'effondrement des frontières, la pénurie d'armement sur le terrain ou les privilèges ostentatoires qui ont creusé la méfiance dans les rangs. Il rappelle que les soldats ont combattu avec des moyens dérisoires, tandis que certains officiers voyageaient à l'étranger pour entretenir des réseaux dont les motivations restaient floues. Dans cette perspective, l'expérience n'a de valeur que si elle produit des résultats tangibles. Face à ces deux visions, la scène de Dory sert de test grandeur nature. Le général tente de démontrer sa supériorité par le mépris, les accusations et l'intimidation. Il mise sur la peur, sur la pression psychologique, sur la croyance que le capitaine s'effondrera sous la charge émotionnelle. De son côté, le capitaine laisse le général suivre son propre arc sans un mot, jusqu'à ce que l'excès se retourne contre lui. La salle devient témoin d'un renversement progressif où le calme, loin d'être une faiblesse, devient une preuve d'équilibre. Ainsi, lorsque les soldats, les médiateurs et même les journalistes commencent à changer d'expression, c'est la synthèse de ces deux thèses qui apparaît clairement. Le général possède l'ancien pouvoir, le capitaine maîtrise la légitimité nouvelle. Et ce contraste, révélé sous la lumière crue des caméras, prépare la bascule du milieu de récit. Un geste renverse tout. Le général croit encore contrôler la scène lorsqu'il glisse la main dans sa veste, persuadé qu'une menace armée suffira à reprendre l'avantage. La salle se fige, les journalistes se baissent, les soldats lèvent leurs armes à l'unisson. La frontière entre théâtre politique et danger réel disparaît en un souffle. Mais le capitaine ne réagit pas comme prévu. Il ordonne aux gardes de baisser leurs fusils, avance sans hâte et transforme la tentative d'intimidation en révélateur brutal. Ce n'est plus un duel hiérarchique, mais un face-à-face moral. Ce pivot marque le cœur du récit car il expose la fragilité de la stratégie du général. L'arme censée imposer le silence dévoile surtout sa panique.
À mesure que la distance se réduit, la perception collective change. Les soldats comprennent que l'affrontement ne concerne plus la force brute, mais la capacité de rester maître de soi lorsque tout vacille. Les médiateurs, eux, voient pour la première fois l'écart entre l'autorité déclamée et l'autorité vécue. Et au centre, l'avancée calme d'Ibrahim Traoré impose une évidence nouvelle. Celui qui inspire la peur n'est pas toujours celui qui tient l'arme, mais celui qui n'en a pas besoin. Les conséquences de cette scène dépassent largement les murs de la salle de Dori. Elles touchent simultanément 4 sphères essentielles qui déterminent l'équilibre d'un État: les forces de sécurité, NN, les décideurs nationaux, DN, les populations civiles, ND, et les acteurs extérieurs, KV. Chaque groupe perçoit un signal différent, mais tous comprennent que la séquence marque un tournant irréversible. Pour ce qui concerne les forces de sécurité, pour les soldats présents, l'instant où le capitaine avance vers l'arme sans vaciller met fin à une ambiguïté ancienne. Il voit un supérieur qui ne se cache pas derrière son grade et refuse d'utiliser la peur comme mode de gouvernance. Ce comportement crée un précédent puissant. La loyauté ne repose plus uniquement sur la hiérarchie rigide, mais sur la certitude que l'autorité sert réellement le terrain. Cette cohérence nourrit une discipline qui n'est plus imposée, mais choisie. À long terme, cette perception restructure les réflexes internes. Lorsqu'un officier calme une crise sans violence, les troupes intègrent que la force n'est pas la première réponse. Du côté des décideurs nationaux, pour les gouverneurs et les cadres civils, l'épisode montre que la méthode du général, pression, chantage, bluff, ne constitue plus une voie viable. Le refus du capitaine de tomber dans l'escalade réduit la marge de manœuvre de ceux qui misaient sur l'instabilité pour conserver leur influence. Ils comprennent que l'ancien langage du pouvoir ne fonctionne plus devant un public qui observe tout. Les décideurs constatent aussi que la réaction du capitaine a empêché une crise institutionnelle majeure. Cette capacité à absorber la pression sans briser les équilibres devient un argument politique déterminant. Quant aux populations civiles, pour les habitants des villes et villages, souvent tenus à distance des cercles décisionnels, la scène diffusée en direct agit comme une révélation. Beaucoup avaient l'habitude de voir les élites régler leurs différends loin des regards, souvent par la force, mais ici, ils découvrent un dirigeant qui refuse l'engrenage de la violence, même lorsqu'elle est dirigée contre lui. Cela change la perception d'un poste souvent associé à l'arbitraire. L'avancée du capitaine ne paraît pas héroïque, elle paraît nécessaire. Elle crée un espace de confiance rare entre le pouvoir et les citoyens qui y voient une démonstration que la stabilité n'est pas un slogan, mais une pratique quotidienne. En ce qui concerne les acteurs extérieurs et régionaux, pour les partenaires étrangers, l'incident révèle la solidité inattendue des structures internes. Beaucoup pensaient que la cohésion militaire reposait sur des arrangements temporaires. La discipline affichée dans une situation extrême dément cette lecture. Elle montre que l'autorité en place ne s'effondre pas sous la pression, même lorsque l'adversaire tente d'imposer une rupture en direct. Cette résilience influence les calculs diplomatiques. On ne traite plus avec un pouvoir fragile, mais avec une stabilité construite. Ainsi, l'événement de Dori ne constitue pas seulement une crise avortée, il devient un prisme à travers lequel se redéfinissent les rapports de force et rappelle que la crédibilité institutionnelle se forge dans les moments où tout pourrait s'écrouler. Et c'est dans cette recomposition silencieuse que s'inscrit aussi la perception renouvelée d'Ibrahim Traoré. À mesure que les échos de l'incident de Dori se propagent, les conséquences à moyen terme deviennent cruciales pour comprendre la trajectoire du pays. 3 scénarios se dessinent pour les prochains mois, chacun reposant sur des dynamiques déjà observées dans la scène où le capitaine reprend le contrôle sans un seul geste violent. Scénario 1, la consolidation institutionnelle. Base dans cette configuration, la cohésion révélée par les soldats lors de l'affrontement se renforce. Les chaînes de commandement, rassurées par l'absence de fractures internes, privilégient la continuité plutôt que la compétition. Les gouverneurs régionaux commencent à aligner leurs décisions sur une logique plus coordonnée, ce qui permet d'éviter les blocages administratifs récurrents. L'opinion publique, marquée par l'épisode, adopte une attitude d'observation vigilante. Ce scénario conduit à une stabilisation progressive où la fermeté calme, observée à Dori, devient un modèle de gestion des crises. Scénario 2, l'accélération des tensions externes.
optimiste modéré. Dans cette perspective, la démonstration de sang-froid renforce la crédibilité du pays auprès de ses partenaires régionaux. Certains acteurs extérieurs et qui doutaient encore de la solidité des institutions commencent à ajuster leur position. Des coopérations opérationnelles se mettent en place plus facilement, soutenant les zones prioritaires. Cette dynamique ne résout pas tout, mais elle crée une marge d'action supplémentaire. Le capital politique gagné par l'attitude du capitaine, notamment lorsqu'il avance vers l'arme sans céder, devient un levier diplomatique inattendu. Scénario 3, la résurgence des réseaux de l'ancien appareil, pessimiste. Ici, l'humiliation subie par certains cadres pousse les factions marginalisées à se réorganiser discrètement. Elles cherchent à exploiter les zones d'incertitude, notamment dans les régions où l'autorité centrale reste difficile à projeter. Ce scénario ne repose pas sur un effondrement soudain, mais sur une série de petites frictions, retards administratifs, conflits internes mineurs, rumeurs persistantes. La stabilité demeure, mais elle devient plus coûteuse à maintenir. Ces trois trajectoires ne s'excluent pas mutuellement. Elles peuvent même coexister par étapes successives selon les décisions prises dans les mois qui viennent. La meilleure manière d'aborder cette période consiste à appliquer une recommandation simple, analyser non seulement les événements visibles, mais aussi la cohérence des réactions institutionnelles face aux tensions, car c'est elle qui déterminera si l'incident de Dori marque un tournant durable ou seulement une pause dans un cycle plus large. L'épisode de Dori, au-delà de sa dimension politique, touche directement différents segments du public qui l'ont suivi en direct ou à travers les rediffusions. Ces réactions ne relèvent pas seulement de l'émotion. Elles structurent les attentes envers l'autorité et la manière dont un dirigeant doit affronter la pression. Pour ceux qui vivent dans les zones rurales exposées à l'insécurité, la scène résonne différemment. Ils y voient un rappel de la fragilité permanente du quotidien, mais aussi une forme de constance. La décision d'éviter le chaos n'est pas perçue comme un acte spectaculaire, mais comme une nécessité que beaucoup connaissent intimement. Cette lecture renforce une idée souvent exprimée lors des discussions locales. La stabilité commence par des gestes simples, même dans les moments extrêmes. Pour les jeunes urbains, souvent attentifs à la dimension symbolique des événements, l'avancée calme face à une arme introduit une question pressante. Qu'est-ce que le courage dans un État en recomposition ? L'épisode fournit un récit accessible, presque pédagogique, sur la maîtrise de soi comme outil politique. Ces jeunes, nombreux à suivre les images via leur téléphone, retiennent surtout que la solidité d'un pays peut se jouer dans une salle surchauffée où tout aurait pu basculer. Pour ceux qui travaillent au sein des administrations, l'incident sert de référence concrète à un débat plus large. Comment réagir lorsque le système lui-même devient le lieu d'une confrontation directe ? Ils comprennent que les institutions ne sont pas abstraites, mais qu'elles se façonnent dans ces moments de tension où le bon sens doit primer sur la panique. Ainsi, l'événement ne se réduit pas à un spectacle politique, il devient un miroir et chacun y lit ce qui correspond à sa propre réalité, la peur, la retenue, la vigilance ou l'espoir. L'incident de Dori met en lumière une question essentielle: comment transformer un moment de maîtrise individuelle en trajectoire institutionnelle durable ? Pour répondre à ce besoin, une feuille de route en 4 étapes se dessine, chacune pensée pour consolider les acquis révélés lors de l'affrontement et renforcer la cohésion interne sans recourir à des mesures excessives. Ibrahim Traoré y apparaît comme catalyseur, mais la mise en œuvre dépend de plusieurs niveaux de responsabilité. 1. Stabiliser les chaînes de commandement, immédiat 0,3 mois. Les états-majors régionaux doivent harmoniser leurs protocoles de réaction en situation de crise. L'objectif est simple, éviter les divergences d'interprétation lors des incidents sensibles. L'indicateur de réussite repose sur le délai de transmission des ordres et la capacité à maintenir une discipline uniforme. 2. Renforcer les mécanismes de médiation interne. 1. 6 mois. Les gouverneurs et responsables opérationnels doivent instaurer des espaces de gestion des tensions. Il s'agit d'anticiper les escalades et d'offrir des alternatives aux affrontements directifs. Le suivi se mesure via le nombre de conflits résolus avant intervention militaire. 3. Structurer un cadre de communication publique cohérent.
continue dès un mois. Les institutions doivent de définir un langage commun lors d'événements sensibles. L'objectif n'est pas la propagande, mais la clarté. Le succès se lit dans la réduction des rumeurs et l'alignement des messages officiels. 4. Consolider la loyauté par la cohérence terrain-centre. 3. 12 mois. Les unités, notamment celles actives au nord, doivent recevoir un soutien logistique mesurable, équipement, rotation, visibilité sur leurs besoins. L'indicateur principal est la diminution des délais d'approvisionnement. En appliquant ces étapes sans précipitation, l'épisode de Dory cesse d'être une parenthèse spectaculaire et devient une base méthodique pour renforcer les structures qui entourent l'exercice du pouvoir. Le souvenir de Dory ne s'explique pas seulement par la tension extrême ou par la proximité du danger, il se comprend à travers la présence discrète du lieutenant Hassan, ce témoin silencieux, dont le regard a accompagné chaque seconde du face-à-face. C'est lui qui, sans un mot, reflète la transformation profonde qui s'opère lorsque l'autorité cesse d'être une façade et devient un engagement. À travers ses réactions contenues, on perçoit la portée humaine de la scène, un choix qui aurait pu briser des vies, mais qui a révélé une maturité inattendue. Cette dimension émotionnelle éclaire la trajectoire du capitaine. Elle montre que la force ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise. Hassan incarne cette compréhension intuitive. Son refus de céder aux offres du général, son pas en avant, son retour à son poste composent un récit parallèle, discret mais essentiel. Et c'est ce récit qui donne un poids particulier à l'attitude d'Ibrahim Traoré, transformant un acte de sang-froid en enseignement durable. Dans les mois qui suivent, beaucoup retiendront l'image d'un homme avançant vers une arme. Mais ceux qui ont vraiment observé la scène savent que la clé se trouve ailleurs. La dignité crée la direction. C'est cette leçon simple et ferme qui continue de résonner bien après la fin du tumulte. L'épisode de Dory laisse derrière lui une trace qui dépasse les enjeux immédiats. Il rappelle que la stabilité d'un pays ne repose pas uniquement sur les discours officiels. Nung sur la manière dont les dirigeants affrontent les moments où tout peut basculer. Les images ont circulé largement et chacun y a trouvé un reflet de ses propres attentes, le besoin de cohérence, la volonté de voir l'autorité assumer ses responsabilités, le désir d'une gouvernance qui privilégie le sang-froid plutôt que la confrontation. Suivre ces récits, les comprendre et les partager contribue à renforcer une culture politique plus lucide, où le courage n'est pas réduit aux gestes spectaculaires, mais à la capacité de rester ancré lorsqu'une crise surgit. C'est dans cette perspective que la discussion autour de cet événement garde tout son sens. Elle ouvre un espace où la société peut réfléchir à ce qu'elle attend réellement de ses institutions. Si cette analyse résonne avec votre propre regard, vous pouvez la transmettre à ceux qui cherchent à comprendre ce moment, car chaque échange contribue à élargir le cadre. Selon vous, qu'est-ce que cet épisode révèle le plus clairement sur l'exercice du pouvoir aujourd'hui ?